profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'étang du couple Carlin, entre légende urbaine et amour éternel. Ce bruit infernal me réveille une fois de plus. Au début, je n'arrive pas à le localiser, alors que je sors des profondeurs obscures du sommeil. Puis je l'entends à nouveau, alors que le brouillard se dissipe, le klaxon familier d'une voiture. Je murmure pas encore, en me retournant pour faire face à ma femme, June, qui se réveille à son tour. « Qu'y a-t-il, Adam ?» me demande-t-elle. « Encore des enfants embêtants, j'en suis sûr. » Je me glisse sous les couvertures et me dirige vers la fenêtre qui donne sur l'étang. Je me glisse derrière le rideau de dentelle et écarte les stores à hauteur des yeux. À une 50aine de mètres, une voiture fait demi-tour sur le chemin de terre de l'autre côté de l'étang. En quelques secondes, ses feux arrière s'estompent dans un nuage de poussière et disparaissent finalement derrière les arbres qui bordent la façade de notre propriété. Je baisse les stores et les rideaux et me dirige vers la table de nuit, à côté de mon lit, pour prendre ma montre bracelet. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que son cadran s'illumine et m'indique qu'il est 2h37 du matin. Je m'allonge de nouveau sur le côté du lit, l'endroit étant encore chaud. Tout ça à cause d'une stupide légende urbaine, dis-je d'un ton frustré et résigné. Je sens la main de June me frotter l'épaule de cette façon consolatrice que j'aime tant chez elle. Elle réussit toujours à me faire garder mon calme dans des moments comme celui-ci. Je continue à ressasser les événements dans ma tête jusqu'à ce que je trouve enfin le sommeil. En 1983, un incident s'est produit sur notre propriété. Nous ne vivions pas ici à l'époque, et lorsque nous avons emménagé, nous n'avions aucune idée de l'ampleur que prendrait l'infamie de cette terre. Vous voyez, nous vivons dans la vieille ferme sur la route 41. Oui, cette ferme-là. À l'époque où cette ferme était prospère, elle appartenait à la famille Carlin. Elle a connu un succès modéré pendant de nombreuses années, mais a commencé à décliner progressivement à la fin des années 70. La ferme a rapidement commencé à être déficitaire et l'incident de 1983 a été le dernier clou dans le cercueil, si l'on peut dire. En cette nuit fatidique d'août 1983, 2 adolescents amoureux se sont retrouvés sur les terres à la ferme, à l'étang pour être exact. Ils étaient là pour s'amuser de manière inoffensive, sans aucun doute. Peut-être un peu d'alcool, peut-être un peu de tabac, peut-être un peu de shit, peut-être un peu d'embrassade ou même une baignade nue. Quoi qu'il en soit, cela s'est mal terminé. Tous deux ont fini par se noyer dans l'étang. Leurs corps ont été retrouvés, mais l'enquête n'a jamais permis de déterminer pourquoi ils s'étaient noyés. De nombreuses rumeurs ont commencé à se former sur la façon dont ils étaient morts. Les rumeurs allaient d'une entité surnaturelle dans l'étang qui tirait les nageurs sous l'eau, à un mystérieux tourbillon qui aspirait les gens vers le bas, en passant par des extraterrestres qui s'étaient écrasés sur la ferme et qui noyaient les gens. Si l'on pouvait l'imaginer, cela devenait une théorie. Et plus c'était bizarre, mieux c'était. C'est là qu'intervient la légende urbaine. Je ne sais pas comment ni quand elle a commencé, ni par qui, mais il paraît que si vous allez au bout du chemin de terre de notre propriété la nuit, jusqu'au bord de l'étang, avec vos phares qui éclairent l'eau, et que vous klaxonnez 3 fois, vous verrez une apparition des 2 adolescents qui se sont noyés, flottant au-dessus de l'eau, presque comme s'ils marchaient au-dessus de l'eau. Au fil des ans, c'est devenu une activité populaire, née des défis, de traditions de bizutage et d'un simple ennui, que de tenter ce rituel absurde dans l'espoir d'apercevoir les amants morts au-dessus de l'eau, à mon grand désarroi et à celui de June. Je passe la matinée debout sur le quai qui surplombe l'étang, un café chaud à la main. Mon souffle est visible devant moi dans l'air vif de la fin d'automne. Les arbres de l'autre côté de l'étang sont magnifiques à cette période de l'année, surtout lorsqu'ils sont rehaussés par le brouillard qui s'attarde à la surface de l'eau. Les feuilles flamboyantes d'orange, de rouge et de jaune semblent s'élever dans l'air dense et opaque. J'entends des pas et June me rejoint sur le quai avec son café.
C'est vraiment beau, n'est-ce pas ? Me demande-t-elle. Ouais, j'ai toujours aimé cet endroit, c'est si paisible. Ce serait parfait s'il n'y avait pas les touristes. Je fais un geste de guillemets avec les doigts de ma main libre en prononçant ce dernier mot. Nous sirotons tous les deux nos cafés. Puis j'ajoute, je pense que je vais faire ce dont nous avons parlé, clôturer la propriété et installer un portail en travers de l'allée. Ma femme m'a répondu par un « Oh Adam, nous en avons déjà parlé. Tu sais que tu n'es plus en état de faire ce genre de travail. » Je lui ai répondu que dans ce cas-là, je paierais quelqu'un d'autre pour le faire. Ma réponse est plus vive que je ne l'avais prévu. Après une brève pause, je poursuis. « Désolé chérie, je voulais pas m'en prendre à toi. Je suis juste fatigué de tous les coups de klaxon et fatigué d'attraper des gens sur nos terres. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un soit blessé ou que quelqu'un essaie de nous faire du mal. » Pourquoi est-ce que tu penses ça ? C'est mon garde-fou. Tu sais comment sont les gens ? Ils visitent l'étang et quand rien de surnaturel ne se produit, ils peuvent tourner leur attention vers notre maison et, par exemple, essayer d'entrer par effraction ou quelque chose comme ça. June me fait un sourire en coin. Eh bien, ce n'est pas hors du domaine du possible, tu sais, je réponds. Surtout s'ils sont défoncés à je ne sais quoi. June prend mon bras libre dans le sien. Les gens qui veulent vraiment entrer trouveront toujours un moyen de le faire, dit-elle. Je sais, mais je pense qu'un portail ou autre, ça réduirait considérablement le nombre de personnes qui essaient. Elle me répond avec gentillesse. Si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Elle m'embrasse sur la joue et se retourne vers la maison. Ne reste pas trop longtemps dehors, dit-elle par-dessus son épaule. Il fait particulièrement froid ce matin. Je reste là quelques minutes de plus, m'imprégnant de la paix et de la beauté, mais redoutant ce qui pourrait arriver à la tombée de la nuit. Cette fois, nous entendons le vacarme avant même d'être au lit pour la nuit. En fait, nous sommes assis dans des fauteuils à bascule sur le porche avant lorsque nous voyons les phares s'approcher de l'autre côté de l'étang. Il ne fait pas encore complètement nuit, mais le ciel indigo du crépuscule se rapproche rapidement. Les pneus crissent sur le gravier et la terre, tandis que la voiture s'approche lentement du bord de l'étang et s'arrête. À l'angle où se trouve notre maison par rapport à l'étang, les phares de la voiture ne sont pas dirigés directement sur nous, et je suppose que le conducteur ne peut tout simplement pas nous voir. Nous restons immobiles sur nos chaises et attendons un instant. Nous savons ce qui va se passer. « Celui-là est assez proche du bord, » dis-je. Avant que June ne puisse répondre, la conductrice fait retentir le klaxon pour la première fois. « Oui, elle est juste au bord, » confirme ma femme lorsque le coup de klaxon se termine. Puis, un deuxième coup de klaxon retentit, se répercutant sur les collines ondulantes des terres agricoles derrière notre maison. Je me lève et me dirige vers le bord du porche. Je suis agacé et mes nerfs en ont assez. Je fais quelques pas sur la pelouse. « Ne fais rien de stupide !» m'appelle June. Je lui fais signe de partir et je continue à marcher. Le klaxon retentit une troisième fois. Je suis maintenant sur le quai, juste en face de la voiture. Ils doivent sûrement me voir dans le faisceau de phare. Le conducteur, apparemment paniqué, enclenche la marche arrière et appuie sur l'accélérateur. Les pneus arrière tournent, projetant des morceaux de terre et de gravier vers l'avant. J'entends des particules s'entrechoquer lorsqu'elles frappent les côtés de la voiture. Avec la perte d'adhérence, la voiture commence à glisser vers l'avant. Le bas de la carrosserie touche d'abord l'eau, puis les pneus avant immobiles. En un instant, les phares sont presque submergés. Le conducteur relâche l'accélérateur avant de s'enfoncer davantage. La voiture reste immobile pendant quelques secondes. Je me tiens au bout du quai et j'observe, toujours aussi frustré. La dernière chose que je souhaite, c'est d'aller secourir les voyous qui nous terrorisent. Alors que je suis en train d'échafauder un plan pour les aider, le conducteur semble avoir un moment de lucidité. Il appuie doucement sur l'accélérateur, juste assez pour ne pas casser l'adhérence. Petit à petit, la voiture recule et, par miracle, parvient à s'extirper de l'eau qui l'entoure. Une fois libéré, le conducteur effectue un demi-tour précipité et s'élance sur le chemin qui s'éloigne de notre propriété, en faisant des queues de poisson tout au long du trajet.
Il ne reste qu'un nuage de poussière de ce côté de l'étang. « Il s'en est fallu de peu !» dit June avec enthousiasme. Elle se tient au bord du porche. Je reviens vers elle. « Je te le dis, June, j'en ai assez. Je veux juste un peu de paix et de tranquillité ici, c'est trop demandé. »« On peut toujours déménager ?» propose-t-elle. « Mais on ne devrait pas avoir à le faire. Je me sens bien ici, sans cette putain de légende urbaine. » Je pointe un pouce par-dessus mon épaule en direction de l'étang. Elle soupire et me prend la main lorsque j'atteins le porche. Je continue à marcher et elle me suit rapidement, toujours main dans la main. Les ressorts de la vieille porte métallique grincent lorsque je l'ouvre. Nous entrons dans le foyer et je relâche la main de June. « Je pense que j'appellerai les responsables de la clôture demain, » dis-je alors que la porte se referme en claquant. Je referme la porte en bois épais qui se trouve derrière et la verrouille à double tour. 3 nuits plus tard. Ronnie se dirige vers l'étang Carlin en voiture avec sa petite amie Christy. Des arbres touffus, de toutes formes et de toutes tailles qui bordent la route 41 apparaissent dans leurs phares et disparaissent tout aussi rapidement, chaque arbre semblant savourer son bref moment sous les feux de la rampe. Christy est visiblement nerveuse, mais Ronnie est déterminée à lui montrer. « On ne peut pas faire demi-tour et revenir en arrière ?» supplie Christy. « On est presque à l'embranchement. C'est quelque part sur la gauche, juste après un énorme rocher, » dit Ronnie, ignorant complètement sa demande. Christy aperçoit le rocher et sent une pointe d'effroi lui envahir l'abdomen. Il y a toutes sortes de graffitis peints sur le rocher. Sans doute un marqueur pour alerter les curieux de l'endroit exact. Ronnie ralentit la voiture et s'engage sur le chemin de terre et de gravier. L'herbe pousse en hauteur au centre du chemin, entre les endroits où les pneus de la voiture grincent sur les petits rochers. La poussière s'élève derrière eux, tandis que Ronnie conduit lentement la voiture dans un virage serré à droite. Les arbres sont si serrés des deux côtés que des branches frappent le pare-brise et raclent les portières. La voiture s'engage dans une clairière et l'étang apparaît. « Cet endroit me donne la chair de poule !» murmure Christy. « Et tu es venu ici tout seul l'autre soir ?»« Ouais, c'est pas cool !» Ronnie arrête la voiture à quelques mètres du bord de l'étang, ses phares révélant les ornières qu'il a laissées la dernière fois. Il pointe du doigt le lointain par le côté gauche du pare-brise. « Regarde cette vieille maison !»« C'est dégueulasse, ça a l'air délabré. C'est comme si personne n'y avait vécu depuis des décennies, » répond-elle. « Mais je jure que j'ai vu quelqu'un l'autre soir. Après avoir klaxonné 3 fois, il est apparu, comme dans la légende. C'est ce que j'essayais de te dire. » Christy est contente qu'il fasse noir dans la voiture pour que Ronnie ne la voie pas rouler des yeux. On dirait qu'il ne parle que de ça ces derniers temps. Il a passé presque tout son temps libre sur Internet à faire des recherches sur l'histoire de ce mythe urbain. Le fruit de ses efforts est désormais dissimulé sous forme d'imprimés un peu partout dans la voiture. Un article de presse dans la boîte à gants. Un récit d'exploration urbaine de première main sur un tableau d'affichage dans la console. Et Christy pense être assise sur une capture d'écran de Google Maps avec un cercle rouge tracé autour de l'embranchement de la route 41. « Tu es prête ?» demande Ronnie. Christy soupire de frustration et dit « Ouais, finissons-en pour qu'on puisse partir. » Ronnie actionne le klaxon pour la première fois. Retour dans la maison du couple. À l'intérieur de la maison, je détourne mon regard du livre que je suis en train de lire lorsque j'entends le coup de klaxon. June replie le coin de son journal et me regarde de l'autre côté de la pièce. Nous partageons un regard qui dit « Et voilà, c'est reparti ». Je me lève de mon confortable fauteuil et me dirige vers l'entrée. Je débloque les serrures et ouvre la lourde porte en bois. À travers la moustiquaire de la porte métallique, j'aperçois des phares de l'autre côté de l'étang. J'ouvre la porte et sors en trombe sur le porche, June me poursuivant. Un deuxième coup de klaxon retentit. De retour à la voiture de Ronnie. « Tu as vu ça ?» demande Ronnie, tout excité. « Je vois du mouvement là-bas !» Il pointe du doigt la maison et le quai. Christy sursaute. « Est-ce que quelqu'un vit vraiment ici ?» demande-t-elle.
Mais l'article disait que personne ne vivait ici depuis que la ferme avait fermé. Ronny actionne le klaxon une 3e fois. Je te le dis, Christy, personne ne vit ici. Je veux dire, regarde l'état de la maison. Le mouvement dans l'ombre s'intensifie et bientôt, éclairé par les phares de la voiture, 2 silhouettes, un homme et une femme, apparaissent. « C'est eux! C'est Adam et June !» s'écrie Ronny. Christy se souvient des noms cités dans l'article sur le jeune couple noyé. Les silhouettes s'approchent de l'extrémité du quai et, dans un mouvement qui défie toute physique, poursuivent leur sprint à la surface de l'eau. Christy hurle. Ronny place le sélecteur de vitesse en position de marche arrière et appuie sur la pédale. Les pneus patinent à nouveau, mais cette fois-ci, la prudence dont il a fait preuve en ne se garant pas trop près du bord est payante, et il obtient suffisamment d'adhérence pour que la voiture recule. Il effectue un demi-tour paniqué, pendant lequel Christy regarde craintivement par la vitre latérale. Les apparitions d'Adam et de June sont bien trop proches maintenant. Elle hurle « Vas-y, vas-y !» Ronny fait avancer la voiture sur la route poussiéreuse, les feux arrière disparaissent derrière les arbres. De retour avec Adam et June. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste me reposer en paix. Nous flottons toujours au-dessus de l'eau avec June. Chut. Elle me frotte le dos et les épaules de sa manière toujours réconfortante. Adam, ce ne sont que des enfants curieux et ils ne peuvent pas nous faire de mal, me rassure-t-elle. Allez, rentrons à l'intérieur. Alors que nous nous retournons vers la maison sombre et délabrée, je dis « Je t'aime, June ». Elle me répond avec son ton si apaisant « Je t'aime aussi, Adam, je t'aimerai toujours ».